la semaine dernière. Aujourd'hui, je reçois Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Bonjour Delphine. Et on va parler ensemble d'hypersensibilité. Et c'est un sujet très très vaste. On va pouvoir parler justement du monde qui est autour de toi, puisque évidemment en tant qu'hypersensible, on a tous ces ressentis qu'on a décrits, mais c'est bien de savoir aussi comment tu vis avec tout ça dans la société. Alors, des fois bien, des fois mal. Comme dirait Henri Dess. Pour citer un artiste absolument extraordinaire. Bon, je suis ironique. Hein. Si j'avais cru un jour qu'on citerait Henri Dess sur ce podcast. Je le cite parce que c'est offert de bon cœur. Dans la famille, on a été forcé d'en écouter, donc forcément, c'est McDonald's, je connais. C'est pas pour autant que je trouve que c'est de la grande gastronomie. Il est vrai, mais c'est vrai que Henri Dess, je pense que c'est beaucoup plus insidieux. Ça s'immisce. Du coup, ce que je te propose, c'est d'explorer un petit peu l'impact de tout ce qu'on vient de décrire sur ta vie personnelle, professionnelle, sociale et aussi émotionnelle. Donc, comment ça se passe dans ta vie de tous les jours avec ça, quand tu vis au quotidien, quand tu vas au travail, par exemple, ce genre de choses. Au niveau du travail, de tout temps, on va dire, j'ai eu la chance de pouvoir avoir des jobs qui m'intéressaient beaucoup. Donc, l'aspect ludique, trouver un plaisir à faire quelque chose, à connecter des trucs, à réfléchir. Donc ça, j'ai toujours aimé, y compris à côtoyer des gens. Hein. Je n'aime pas, on me dit souvent dans ma famille que je suis asocial. Je le vois pas comme ça. Je n'aime pas les gens. Mais j'aime des gens. En fait, pour schématiser, j'aime pas les mouvements de foule idiots. Donc ça me déplaît. J'aime pas être forcé de suivre le mouvement parce qu'il faut suivre le mouvement comme un mouton de panurge. Voilà, ça, j'aime pas. Par contre, côtoyer des gens et pouvoir échanger avec eux, ça, oui. Mais quand on est hypersensible, c'est parfois très compliqué parce que on n'est pas compris, on exprime des choses ou on exprime un ressenti en face, c'est le désert. Donc, c'est très difficile. C'est le désert. Attention, je ne mets pas de jugement de valeur. Hein. Oui, bien sûr. C'est juste que ce que tu exprimes est différent. Enfin, en tout cas, touche des sphères c'est un peu la tour de Babel, quoi. On n'a pas le même... ça, voilà. C'est presque comme si on parlait pas la même langue. C'est rencontre du troisième type et il faut apprendre à se comprendre et c'est très difficile. Et quand on fait ça avec des êtres qu'on aime, c'est encore plus dur quand on ne se comprend pas. C'est pour ça que moi, ça génère une souffrance qui est vraiment très, très forte. Par contre, quand on se comprend, ça génère à l'envers le même bonheur. C'est fantastique de se comprendre à demi-mot, au quart de mot ou à pas de mot du tout. Ça, c'est un sentiment on exulte totalement. Et au travail, tu arrives à t'en sortir quand même Alors, il faut trouver comme on dit de façon moderne, des stratégies. J'ai horreur de ce mot-là appliqué à ce genre de truc, mais on est obligé de trouver des trucs pour fonctionner parce que le phénomène de dissonance cognitive avec le monde du travail aujourd'hui, en plus compte tenu des incertitudes du monde, le fait que les entreprises vont pas, en général, pas du tout dans le sens qu'il faudrait quand on parle de surconsommation ou de puissance extractive, de fatiguer la Terre, quoi. Parce que la Terre, elle s'en sortira bien sans nous, hein. Mais nous, je sais pas. C'est pour ça que le salut, il vient de gens comme nous. Et je prends chaque occasion au travail sur les personnes qui sont un petit peu réceptives pour essayer de communiquer ce type de message. Alors, c'est très difficile parce qu'au départ, ça demande une pédagogie. Donc, ça demande de se réfréner, ce qui est très dur. Ça demande de comprendre qu'en face, ils sont peut-être pas du tout au fait de toutes les informations techniques, puisque, encore une fois, l'approche ne doit pas être une approche d'opinion, mais une approche basée beaucoup plus sur des faits scientifiques. La physique, elle est répétable, elle est falsifiable. Falsifiable, ça veut dire qu'elle peut être testée. Hein, il ne s'agit pas d'une croyance obscurantiste en quelque chose. C'est d'ailleurs le problème que c'est repris par des médias, des politiques et même des scientifiques qui pervertissent l'information scientifique pour en faire du militantisme ou de l'opinion.
Ça ne devrait pas. Mais si on s'en tient à un certain nombre de faits, bah, il y a des ordres de grandeur qui permettent d'apprécier les choses. Et une fois qu'on a apprécié les choses, on peut commencer à agir. Faire comprendre rien que ce genre de concept à des gens qui vivent un peu comme le homard dans l'eau chaude qui s'aperçoit pas que l'eau est en train de bouillir parce qu'il part à l'eau froide, ben, c'est très dur parce que où il y a une incompréhension, au moment où il y a une compréhension, il y a en général un déni qui est très fort. Et s'il n'y a pas le déni, ça génère beaucoup d'anxiété ou de désespoir. Or, il ne doit pas y avoir de désespoir puisque le salut, alors je sais que ça fait très chrétien, mais c'est pas du tout le sujet, hein. Euh, euh, Surtout qu'il y aura des choses à dire sur les religions, mais bon, en termes de bienfaits pour l'humanité, notamment. Le salut de l'humanité viendra par les gens. Quand on a fait arrêter de fumer dans les restaurants, c'est pas venu des restaurateurs, c'est pas venu des politiques, c'est pas venu des industriels. C'est venu des gens. Bah, ils ont bien fait. Et pour le coup, là j'émets une opinion, ils ont bien fait. Mais factuellement, les méfaits du tabac sont connus. Maintenant, factuellement, le plaisir que provoque le tabac chez un certain nombre de fumeurs, il est aussi Existe. documenté. Oui. Bah, de toute façon, ce qui existe, il faut juste observer les foules, un peu la fouloscopie, la fameuse chaîne Mais je de... veux pas tomber dans une sorte d'hygiénisme autoritaire ou dictatorial. C'est pas du tout le sujet. Le sujet, je pense, et pourtant je suis un violent rentré, hein, mais je le suis en discours comme ça parce que je ferai pas de mal à une mouche. C'est juste que tu as trop d'émotions, en fait. Dès l'instant où on dit faudra arrêter ceci ou faudra arrêter cela, dès qu'on y réfléchit 5 minutes, si on le fait au niveau d'un État, d'une entreprise et tout, c'est une dictature directe. Vouloir le bonheur des gens malgré eux, en leur imposant des lois, ça va rapidement pas du tout vers le bonheur des gens, en fait. Et c'est pour ça que je pense que la prévention, l'éducation au sens acquisition de connaissances, c'est la seule chose qui permette d'avoir une vision pour aller dans le bon sens d'un équilibre de notre espèce vis-à-vis de tout le reste du vivant, de l'écosystème qu'est la planète Terre avec tout ce que ça comporte. Et c'est pour ça que le seul militantisme, si on peut dire, que je peux faire, c'est s'informer. Et quand je dis s'informer, c'est scientifiquement, pas prendre l'opinion de Madame Michu. Hein. Désolé s'il y a une vraie Madame Michu. Une fois qu'on est informé, partager. Et une fois qu'on a partagé, essayer de prendre quelques actions pour commencer à infléchir le truc. On ne va pas révolutionner la planète à soi tout seul. Mais par contre, toi, ça te fait vibrer parce que c'est quelque chose justement où tu ressens au quotidien, quand tu le vois autour de toi dans le monde, quand tu entends les choses, enfin tout ce que tu peux, même olfactivement, etc. Tout ce que tu peux voir autour de toi, c'est quelque chose qui va être exacerbé par cette hypersensibilité qui fait que tu as encore plus toutes les causes en fait. Je le vois plus fort et je vois plus les conséquences. C'est ça. Ou les liens. Et du coup, ça fait un peu cette ambiguïté, enfin, non pas ambiguïté, mais cette dissonance par rapport à ton travail, du coup, qui n'est pas sur ses rails. Par rapport à la plupart des gens. C'est un peu comme dans un corps humain, quand on vit dans un monde qui est complexe. Je vais prendre un exemple simple. Hein. Le corps humain, quand la température augmente de 1 degré, on n'est pas bien, on a de la fièvre. La température augmente de 2 degrés, c'est pas un simple plus 1. C'est on multiplie par 10 les problèmes. C'est-à-dire que cognitivement, on n'arrive plus, on peut plus conduire, on peut plus marcher, et puis ça fait déconner à peu près tous les organes. Donc il y a tout le système complexe qui commence à dysfonctionner. Et puis si on augmente à 42, on meurt. Donc on voit bien que c'est pas linéaire. Ah oui. Et on voit bien que c'est complexe. Tout est lié. Et justement, en termes de complexité, est-ce que tu pourrais nous dire un peu comment toi, ton hypersensibilité, ça se manifeste par rapport à ta créativité ou même dans ta vie de famille, cette hypersensibilité-là? Est-ce que du coup, ça va changer peut-être, je sais pas, ta manière de communiquer, les activités que tu aimes faire?
Je suis quelqu'un d'assez idéaliste, je pense. Hem, J'aime le beau. Alors, me demandez pas de définir ce que c'est parce que Il nous c'est faudrait un autre épisode. non, puis là, pour le coup, c'est éminemment casse-gueule parce que ça fait intervenir les goûts et les couleurs et ça, Ah c'est oui. quelque chose de personnel donc quelqu'un qui aime le rouge et quelqu'un qui aime le bleu, ils seront peut-être pas d'accord Mais peut-être et qu'ils ça veut aimeront pas le dire violet ensemble. et ça veut pas dire que le rouge est plus beau que le bleu ou Mm. le contraire donc c'est ça là, il y a une question de goût qui intervient donc Enfin, en tout cas, ta propre notion. c'est difficile. Et je sais pas trop comment répondre à ça. Bah, je sais que C'est tu aimes beaucoup difficile. jouer, par exemple. Alors, Les jeux. un des grands bonheurs dans ma vie, c'est de voir le côté ludique des choses. Mm. J'ai toujours aimé les jeux de mots, j'ai toujours aimé les lettres, même si j'ai pas assez lu quand j'étais jeune. Heu, j'ai, toujours aimé faire des liens dans les différentes choses. Par exemple, regarder les étoiles, un des trucs que je faisais quand j'étais enfant, que je continue toujours à faire en tant qu'adulte, c'est de faire des connexions entre les différentes étoiles et de dessiner quelque chose, comme les constellations, mais pas forcément des choses qui sont les constellations. Tes propres Heu, constellations. de voir des formes dans les nuages. Bon, c'est un test de Rorschach géant, on pourrait dire, hein. Oui, mais c'est illimité. Mais ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Heu, alors, même si j'ai pas toutes les compétences, pas tout et pas toujours l'énergie, surtout, en ce moment, j'aime beaucoup fabriquer et Mm. notamment fabriquer des choses qui ont souvent des matières organiques. J'aime pas trop travailler le métal, même si j'en vois l'utilité. Tu as peint des figurines en métal. Bah, j'ai peint avec ça, mais j'aime travailler le bois. Petit, j'aimais faire des cabanes, des choses comme ça, des choses qui sont très organiques. Et pourtant, j'adore les symétries, hein. Donc les choses très matheuses, très carrées, ça, j'aime bien. Et d'ailleurs, ben, ça, c'est une force pour l'hypersensibilité d'avoir, hem, moi, j'ai eu une formation d'ingénieur, mais j'ai un tempérament d'artiste. Ouais. Et le fait d'avoir eu une formation d'ingénieur, c'est énorme parce que non seulement c'est pas du tout incompatible avec la capacité artistique, la capacité d'émotion, et cetera, mais au contraire, ça permet de la structurer et de l'étendre et surtout d'avoir, en tout cas, d'essayer d'avoir une approche plus objective ou en tout cas objectivée des choses. Ce que beaucoup de nos semblables n'ont pas. Encore une fois, l'opinion par rapport à des choses avec une approche plus scientifique. Quand je dis scientifique, il ne s'agit pas de dire on sait un matheux, c'est un physicien ou un Oui, biologiste. c'est juste, C'est juste une sorte d'honnêteté intellectuelle c'est ça, en la disant méthode j'essaie scientifique. la méthode falsifiable. C'est-à-dire, on fait un truc, on essaie de tester. Et c'est pour ça que je suis souvent en phase avec les gens qui disent euh, il faut essayer de retourner à des sources qui ne sont pas trop discutables. Quand on fait des ordres de grandeur, oui, on peut être imprécis, mais heu, au moins ça permet de fixer les choses et ça permet d'éviter que certains se retrouvent à faire des calculs, quand ils ont des interros en première et qu'ils trouvent une voiture qui pèse 2 grammes, ça les choque pas. C'était une voiture jouet. Mais c'est C'est en vrai ce que sens-là d'ailleurs que la méthode scientifique, je t'ai vu même l'appliquer dans le ludique, puisque tu refais des règles, tu précises des points de pour règles. m'approprier quelque chose, j'ai besoin d'aller très loin dans l'analyse de ce quelque chose et quand je dis l'analyse, il ne s'agit pas d'aller dans un point précis, il s'agit de le faire de façon axialiste et scientifique. C'est-à-dire, quand j'ai un jeu, je ne m'intéresse pas que au jeu. Je m'intéresse, cette règle, elle s'inscrit dans quel contexte? Le jeu, il a été fabriqué dans quelle usine? C'est quel pays? Ça veut dire quoi au niveau géopolitique? Et cetera et je fais des connexions sans arrêt sur ça. Et j'ai une question peut-être un petit peu plus intime, on va dire, mais dans les émotions, il y a une émotion qui est quand même très importante dans la vie humaine, c'est l'amour. Et comment Ah tu ça, c'est aimes? ah ben, c'est un problème puisque l'amour n'est pas prouvable. Oh non! Donc là, ben, ça devient quelque chose qui est plus du domaine de la conviction ou de la croyance et c'est très, en tout cas, pour une approche scientifique, c'est beaucoup plus difficile à appréhender. Alors qu'est-ce qui fait qu'on aime?
Et comment Mais toi tu aimes? moi, c'est entièrement, quoi. C'est Ça correspond à certaines valeurs, donc c'est très chevalerie, on va dire, et d'ailleurs, c'est réciproque, hein, ça n'est pas sexué dans ma bouche, Mmh. puisque, ma femme, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on se donne à l'autre et on est prêt à donner sa vie pour l'autre. Alors, dans un autre ordre d'amour, qui est un amour filial, c'est exactement la même chose pour mes enfants. C'est-à-dire, s'il leur arrive quelque chose, ma première réaction, c'est, qu'est-ce qui sera le mieux pour eux? Et Ça du coup rejoint tu un le petit peu ressens, l'altruisme. Dans l'amour, il y a forcément de l'altruisme, hein. Si c'est la notion d'amour possessif, c'est pour moi plus tout à fait de l'amour. L'amour, c'est un partage, donc forcément, il y a de l'altruisme. et donc tu vois des Et choses différemment, enfin la manière dont tu vas aimer justement ta femme, tes enfants, les gens justement qui sont importants pour toi, la façon dont tu vas les aimer, ça va convoquer, heu, toutes tes sensibilités? ah C'est-à-dire, oui, c'est ce qui génère d'ailleurs les plus gros bonheurs, mais les plus grosses frustrations, parce que quand on se comprend pas avec des êtres qu'on aime, la souffrance, elle est immense. mmh. Elle est proportionnelle à l'amour qu'on porte aux gens. Mais donc tu penses que ta manière d'aimer, les êtres qui sont chers à tes yeux et à ton cœur, est-ce que tu penses que tu as une manière, heu, exacerbée de le Oui, faire par rapport, oui, oui, je suis excessif. Pour prendre quelque chose de beaucoup plus prosaïque comme mot, hein, par rapport au poétique, oui, je suis excessif. c'est ça, ça t'envole, enfin ça te, tu es enflammé de Je vais même ça, le dire d'une manière, donc je fais encore référence à un célèbre, auteur de science-fiction, pas le même que Van Vogt, mais donc des années, 40, 50, 60, plutôt 40-50 d'ailleurs. C'est, Theodore Sturgeon, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Les Plus qu'humains, Ah oui, le gestalt. et pour moi, l'amour qu'on porte à l'être qu'on aime, la notion de couple, on crée un plus qu'humain. C'est-à-dire que Vous avez votre l'existence identité de individuelle, l'entité mais couple a fait quelque chose qui est plus que la somme des 2 individus. mmh. C'est-à-dire que vous êtes Et individuel, mais par contre il y a on eu est quelque chose, individuel, on est des individus, on est unique chacun, mais on a aussi une troisième création qui est ce couple, qui est une entité à part entière. et du coup tu le ressens, émotionnellement, dans la relation, cette entité supplémentaire? Ah oui, oui, oui. Oui, oui, il y a alors, on est un couple assez fusionnel et c'est vraiment du genre, Humpty Dumpty, c'est-à-dire il y en a un qui commence une phrase et l'autre qui la finit. Et c'est d'ailleurs frustrant parce que quand il y en a un qui va pas à la même vitesse que l'autre, bah, il complète et ça frustre l'autre qui a pas pu finir d'exprimer ce qu'il a à dire, et cetera. Enfin ça mais ça crée également une frustration parce qu'il y a des fois, il faut se réfréner pour ne pas, heu, je dirais supplanter l'individu qui est en face de nous. Mmh. Parce que, bah, le plus qu'humain ne doit pas prendre Le le pas pas sur sur l'autre. l'individu. Mais justement, c'est intéressant ce que tu dis Et ni parce le que, contraire, hein. comment elle, réagit par rapport à ton hypersensibilité, ta femme? Parce Elle est qu'elle, aussi bah, c'est hypersensible. Donc, ça, oui. il y a déjà, alors ça facilite les choses parce qu'implicitement, on a ça en commun, mais il ne s'agit pas que, je dirais de mettre un mot scientifique sur quelque chose, sur un état ou une capacité. Il y a aussi un certain nombre de valeurs qu'on a. Heu, on a un grand, grand tronc commun sur la notion du beau. Mmh. On l'a jamais défini d'ailleurs de manière très explicite avec des mots. On n'a pas fait une définition, Vous l'avez vécu. de dictionnaire ou de mathématiques. Mais il se trouve que on a une grande convergence dans ce qu'on trouve beau ou dans ce qu'on trouve pas beau. Évidemment, il y a des choses sur lesquelles, elle va aimer le rouge et moi le vert, mais ou le Oui, parce que contraire. vous avez des Mais hypersensibilités qui sont quand même un petit peu différentes. ah bah oui, par exemple, elle est beaucoup plus sensible à l'art pictural que moi. Mmh. Et pourtant, je le dis, voir un paysage de nature me fait pleurer.
Mais ce qu'elle va ressentir en regardant un tableau, ça va lui raconter beaucoup plus une histoire qu'à moi. Mmh. Moi, il faut que je l'aborde d'une manière assez technique pour que je commence à comprendre. Ah ouais, non, d'accord, c'est pas qu'un barbouillage où on a même un barbouillage très très bien fait, hein. Je dis barbouillage volontairement Oui, pour parce que montrer le c'est des côté pinceaux. péjoratif qu'on pourrait Mmh. avoir. Euh, il faut que je comprenne une démarche beaucoup plus technique vis-à-vis de la peinture. Alors que l'émotion, c'est direct, ça n'est pas raisonné, ça va directement dans les tripes, on pourrait dire. Et justement, donc bon, ta femme merveilleuse qui te comprend, donc totalement, sauf quand elle ne te comprend pas, donc perçoit, cette particularité, de manière, bah, en fait, sans y réfléchir puisque c'est également son quotidien. Mais est-ce qu'il y a des gens qui justement t'ont aidé ou t'ont blessé dans la manière dont ils ont pu réagir? Mes enfants, les 2. Pas les 2 enfants, mes 3 enfants ont fait les 2. C'est-à-dire qu'ils m'ont blessé profondément quand on se comprend pas et c'est réciproque, hein. Moi, j'ai fait pareil, avec mes enfants mais les 3 m'ont apporté énormément. Alors par exemple, en termes de valeurs, quelque chose qu'on a avec ma femme, c'est qu'on a considéré dès l'instant où on les a conçus, même avant de les concevoir, qu'un enfant, quel que soit son âge, un être vivant, humain, quel que soit son âge, c'est une personne à part entière. C'est pas un sous-homme en devenir, un Mmh. sous-mensch humain, Oui, oui, hein, oui, oui. pas homme ou femme, hein. Oui, Encore un une fois, humain. ça n'est pas sexué. Euh, et quand on leur a parlé tout petit, alors bien sûr, on a bêtifié avec eux, etc., parce qu'il y a un plaisir régressif, mais on leur a parlé toujours comme à des personnes à part entière. Évidemment, on leur a pas expliqué la critique de la raison pure, hein, mais on leur a jamais, je dirais, donné, par exemple, dès l'instant où ils ont été en capacité de manger les mêmes choses que nous, ils ont mangé les mêmes choses que nous, pas dans les mêmes quantités. Oui, c'est des On a mini-humains. adapté, on a adapté un Mmh. certain nombre de choses, mais on n'a jamais considéré qu'eux, ils avaient une tranche de jambon et une purée, pendant que nous, on avait Un rôti, un rôti, etc. Bon, je parle, une ratatouille. ou une ratatouille, ou j'en sais rien. Donc, de ce point de vue-là, pareil, quand ils demandent, quand ils ont posé des questions sur comment on fait des enfants, ou je sais Mmh. rien, qu'est-ce que c'est qu'un pays, etc., on n'a jamais fait du simplisme. On a essayé de synthétiser des propos ou de les simplifier, mais jamais à outrance. Une adaptation à l'âge et Il à y a la des notions taille qui de n'étaient pas l'enfant. en capacité d'appréhender. Donc celle-là, ben, on leur a dit honnêtement, bon ça, tu peux pas, faudra attendre. Mmh. Plutôt que de leur dire ah non, ton grand-père, il est parti. Il est en sommeil. Non, quand quelqu'un est mort, Extase. quand quelqu'un est mort, on n'a jamais caché la notion de décès. Mais du coup, On a accompagné, on a été très présent, mais on n'a jamais caché ces réalités. Et ça crée à la fois une force, ça crée quelquefois des faiblesses, parce que comme on est dans une société qui essaye de cacher un certain nombre de poussières sous le tapis, la notion de mort, la notion de vieillesse, la notion de tu fais pas partie de la norme, etc., etc., ben, ça crée de la souffrance quand on essaye de mettre des choses, d'être honnête. mmh, Être honnête au sens sincère, honnêteté intellectuelle, hein, honnêteté c'est l'approche scientifique. scientifique, c'est difficile dans le monde d'aujourd'hui. Mmh. Mais pour moi, c'est la seule voie. Et là, tu nous as parlé beaucoup de ta famille nucléaire, mais il y a d'autres gens aussi, qui t'ont quand même aidé aidé ou blessé dans les 2 sens, qui ont affecté ou influencé ton Alors, hypersensibilité? dans les gens pour qui j'ai une affection particulière, oui, tous les amis proches, Mmh. certainement. Ils m'ont apporté énormément, tous. Pas la même chose, mais oui, ça c'est très important. Donc il y a une sorte de remise en question constante, avec l'entourage, que tu acceptes de faire rentrer, les proches, les gens importants. Je comprends pas la question. Oui, c'était pas du tout clair. C'est-à-dire que, les proches que tu as décidé de faire rentrer dans ta vie, donc pas, le côté mondain dont tu parlais que tu n'aimais pas trop, ceux que tu veux faire rentrer, les humains que tu veux faire rentrer, dans ton cercle proche, ces personnes-là t'ont permis de te, remettre en question à chaque fois,
de t'aider à avancer par rapport à justement ta Alors, position en sans tant parler que... de remise en question, ça, c'est beaucoup plus quand même, ma famille proche, c'est-à-dire femme et enfants. Et après, dans un deuxième cercle, les parents, mais pour des raisons différentes. C'est plus qu'ils m'ont permis de comprendre que ne pas avoir les mêmes perceptions que moi, heu, c'est pas un mal. Pendant longtemps, j'ai jugé que tout ce qui n'était pas moi avait tort, on va dire. J'ai été élevé comme ça, hein. Oui, c'est vrai. Alors, je parle pas de mes parents, je dis Le monde. d'une manière générale, la société judéo-chrétienne dans laquelle on est, on revoit ça d'ailleurs dans d'autres continents aujourd'hui, hein, il y a pas de problème. Je le dis parce que c'est mon expérience à moi, je le dis pas parce que c'est la seule, civilisation qui a eu ce travers. Mmh. Donc la société judéo-chrétienne a dominé le monde parce qu'elle l'a dominé militairement, technologiquement, économiquement, et donc forcément, ce qu'elle faisait, ce qu'elle disait, ce qu'elle prônait, c'était la vérité. Sauf que c'était essentiellement des opinions et des modes de vie. Donc ça, quand on creuse un peu, ça pose un problème fondamental philosophique. Euh, eh bien, côtoyer des amis qui sont différents, qui n'ont pas le même mode de vie, pendant longtemps, moi, j'ai été éduqué comme ça. Comme j'ai eu une formation d'ingénieur où nous a expliqué que faire des grandes études, c'est bien, vous serez l'élite, vous serez machin, etc. Puis en gros, tout le reste, c'est des crétins, des débiles. Ben, en fait, ça rend extrêmement, je dirais, autiste au sens négatif du terme. Oui, c'est-à-dire ce que les gens pensent être l'autisme, du coup. L'insulte que les gens donnent. Voilà, quand on dit t'es autiste, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on est totalement déconnecté de la diversité du monde en croyant que détenir toutes les vérités pour tout. Et j'ai Mmh. été éduqué comme ça. Quand on rentre dans une école d'ingénieur, on vous dit vous serez l'élite. Je l'ai entendu Mmh. d'ailleurs pour mes enfants parce qu'il y en a 2 qui ont fait ça et on leur a expliqué qu'ils étaient l'élite. Et c'est très dangereux quand ça n'est pas accompagné de tout un certain nombre de choses. Je veux dire, rien ne remplace une expérience. Et puis, il y a tout un tas d'activités. Je ne parle pas de métier, il ne s'agit pas de faire quelque chose pour être rémunéré forcément. Mais il y a tout un tas d'activités où il n'y a absolument pas besoin de faire des activités d'ingénieur et qui sont une démonstration éclatante de l'intelligence humaine. Oui. Donc, de dire que la réussite, c'est faire une grande école, gagner plein de pognon et devenir un patron, moi, j'ai mis 40 ans à m'en défaire. Mais tu as réussi. Oui. Et on peut être fier de toi. Mais ça, c'est une chose hyper importante, effectivement, de se dire qu'il y a toute cette éducation, en tout cas, le carcan qu'on peut avoir par la famille qu'on a au début, ou la société, la période dans laquelle on a vécu, le lieu de vie, etc. Toutes ces choses-là qui peuvent impacter au quotidien sur une perception erronée de qui on est et de ce qu'on peut Ben faire, oui, justement. parce qu'en fait, quand on se pose les vraies questions, heu, qu'est-ce qu'on veut dans la vie? Essentiellement, être heureux. C'est vrai. Bon, alors il y a des choses qui aident, je suis d'accord, hein, avoir du confort matériel, des amis, aimer quelqu'un, oui, tout ça, ça aide énormément. C'est même, je dirais, heu, enfin, aimer quelqu'un, c'est fondamental. Gagner de l'argent, ça l'est moins. C'est nécessaire malheureusement ou Oui, heureusement c'est dans la société dans l'argent ne laquelle fait on pas est. le bonheur, mais il y contribue fortement. Voilà, puis bon, on va pas, on peut passer des heures sur la nécessité de l'argent ou pas. Si il y a pas d'argent, ça veut dire qu'il y a du troc, mais il y aura dès l'instant où il y aura des humains qui utiliseront leur puissance pour dominer leur prochain et le dominer de manière exagérée, donc si je pousse à l'extrême ces rapports maître-esclave, dès l'instant où il y aura des gens qui feront ça, qu'ils aient un gourdin ou une bombe nucléaire, ça donnera la même chose. Ça donnera des rapports de force et des inégalités, des choses comme ça. Mais soyons positifs. Je te propose qu'on passe à cette partie un peu douce et positive pour ne pas rester dans la bombe nucléaire et le gourdin. C'est histoire de mettre un peu en lumière, justement, de montrer les avantages que tu peux avoir avec cette particularité. Est-ce que, justement, qu'est-ce que cette particularité t'a appris sur toi-même? Est-ce que tu t'es découvert des forces particulières, des talents, en étant Ben, par hypersensible? exemple, une, très forte résilience, en fait. Mais ça, c'est possible parce que je suis très bien entouré Mmh. par notamment, ma femme et mes enfants.
Oui, c'est-à-dire que du coup, tu peux Et après, ouvrir dans un cette, deuxième cercle, mmh, les amis. Alors, il y a absolument pas de grief contre les parents. J'ai été très entouré, par les parents et les beaux-parents, mais ils sont âgés. c'est une autre Il y génération. en a un qui est décédé, donc ben, aujourd'hui, c'est moins facile Mmh. d'obtenir vraiment un support et une aide. C'est plus, maintenant Le futur. un peu nous et nos enfants qui, encore plus, qui font ça. Et justement, est-ce que, aujourd'hui, s'il y avait quelqu'un qui venait à toi et qui te disait: «Bah, voilà, j'ai appris que j'étais hypersensible» et cette personne est un peu en panique parce qu'elle ne sait pas trop quoi faire, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors bon, ça, encore une fois, faire une réponse simple, c'est difficile. Ça Oui, dépend du contexte, mais globalement, j'essaierai de lui expliquer que c'est pas une maladie. C'est pas parce qu'on a les yeux bleus qu'on va être moins bien que quelqu'un qui a les yeux marrons ou mieux d'ailleurs, il y a pas de c'est la même chose que, je rêve qu'on arrête de dire que la femme soit l'égale de l'homme. oui, parce que Déjà, justement l'homme n'est pas l'égal de l'homme, au sens humain. oui, bah, chacun est différent. Exactement. On est complémentaires, c'est ça qui est extraordinaire, justement. Ça, c'est une source d'émerveillement et le jour où on sera capable, dans nos civilisations, de capitaliser sur cette complémentarité pour en faire une différence qui est un enrichissement et non pas un facteur de comparaison négative, alors là, on aura franchi un cap. Maintenant, je suis tout à fait conscient qu'il faut des quotas, des choses comme ça, hein, puisque sinon, justement, ceux qu'on peut voir, ils n'ont pas envie de le lâcher. Oui, après, c'est sûr que ça crée de la discrimination, mais dans un Voilà. monde idéal, puisque nous sommes idéalistes, et on a dit sur ce podcast, du coup, ce serait bien effectivement de pouvoir rendre un petit peu à chaque personne sa propre vie finalement. Mais l'hypersensibilité, avoir des choses, des comportements ou des caractéristiques, voilà, qui font appartenir au spectre autistique. Euh, Ce qui est peut-être mon cas dans une certaine mesure, pour en C'est avoir vrai qu'on n'a discuté pas. avec certaines personnes, euh, fait que ça peut poser des problèmes de socialisation, mais ça peut poser des problèmes dans la norme, ne pas être forcément dans le moule. C'est une difficulté qu'il faut surmonter dans nos sociétés actuelles. Ça ne devrait pas être une difficulté, c'en est une. Mais je pense que ça, si on s'entoure bien, surtout, faut pas rester seul. Ça, c'est très important. Et il faut bien s'entourer. Quand je dis pas rester seul, faut pas céder aux sirènes du premier beau-parleur ou du premier gourou qui va vendre n'importe quoi ou vouloir dominer la personne parce qu'elle a soi-disant une faiblesse. Hmm. Personnellement, euh, l'hypersensibilité, pour parler de ce sujet-là, moi, m'a donné, je pense, une énorme résilience parce que, contrairement aux obscurantistes dont on voit une résurgence aujourd'hui, je pense que la connaissance, la vraie, hein, pas l'opinion, la connaissance, Le savoir. le savoir, ne doit pas être source d'angoisse. Hein, c'est comme disait Einstein, hein, l'univers est en expansion. Ce qu'on sait de l'univers, on met des petits ronds, on dessine sur la surface du ballon, puis on gonfle le ballon. Et on voit que les espaces entre ballons, ça ne fait que grandir. Donc ce qu'on ne connaît pas, plus on connaît, plus on voit que ce qu'on ne connaît pas est grand. Et Mais là, on ça, rejoint, là, je alors, sais que je c'est ne sais rien. vertigineux, mais ça ne doit pas donner de l'angoisse. Ça doit donner de la force en disant, bah, euh, c'est extrêmement prometteur parce qu'on pourra toujours progresser vers quelque chose de mieux. Il faut juste le vouloir. Et le vouloir, c'est pouvoir vivre ensemble. Et vivre ensemble, c'est penser à l'autre. L'altruisme. C'est probablement une des notions fondamentales qu'on a un peu tendance à oublier dans le monde matérialiste dans lequel on est rentré. Mais penser aux autres, bah, ça fera peut-être prendre conscience qu'on n'est pas obligé de s'interrompre parce que le téléphone sonne, que c'est pas parce qu'on appuie sur un bouton qu'il y a un produit qui vient à soi. Bah, derrière, il y a tout un système, il y a des gens. Hmm. Et si on pense un petit peu à ces gens, bah, on dira, ah, tiens, peut-être plutôt que d'utiliser des esclaves hommes ou des esclaves machines, on va peut-être faire un peu plus d'efforts soi-même et puis
penser un petit peu à l'autre. Et il ne s'agit pas de se contraindre. Je suis très individualiste, hein, donc mais la notion de l'individu qui fait partie d'une espèce, c'est extrêmement important. Il ne s'agit pas de tuer l'individu pour qu'il ne vive que par rapport à une communauté. On n'est pas des fourmis, ou j'allais dire autre chose, mais ça va être politisé, donc je ne le dirai pas. Ni un individualiste forcené qui dit « moi, de toute façon, j'ai un presse-bouton, le reste du monde, je m'en fous ». On a ces deux tendances aujourd'hui. Dans certaines dictatures, l'individu n'existe pas. Il n'a pas voix au chapitre. Donc la liberté est très très faible. Dans d'autres sociétés, avec énormément de confort matériel, on a oublié de ce que veut dire savoir et être heureux. On ne pense qu'à sa pomme. Et justement, en termes d'individu, tu le vois comment, la suite de ton chemin ? Moi, la notion d'âge m'a toujours posé problème, mais pas au sens où les gens l'entendent. C'est que pour moi, la vie est continue. Alors, marquer des symboles, je comprends l'utilité, je comprends le prétexte pour pouvoir justement se réunir avec des gens qu'on aime ou des choses comme ça. Je pense aux anniversaires ou des trucs comme ça. Mais pour moi, l'anniversaire ne représente rien. Socialement, oui, il peut représenter, mais en termes d'évolution d'un individu, il ne représente rien. La vie est continue tout le temps. C'est pas parce que faisiez-vous dans la nuit du 24 septembre au 25 septembre ? Il n'y a rien qui a fondamentalement changé. J'ai pas 1 an de plus. On s'en fout. Par contre, chaque seconde, chaque microseconde, chaque nanoseconde, chaque picoseconde qui passe, chaque femtoseconde, oui, je vais changer. Et d'ailleurs, la notion de, pour reprendre le bateau de Thésée, nos cellules, elles meurent, et il y en a d'autres qui sont créées. Mais donc, qui notre corps, Emmanuel ? Donc, est-ce que le Emmanuel que je suis aujourd'hui, c'est le Emmanuel que j'étais il y a 20 ans ? Est-ce que c'est la même personne, au sens vraiment physique du terme ? Ou le fait que le temps est passé fait que je me suis dupliqué de manière continue et infinie pour arriver à l'Emmanuel que je suis aujourd'hui. Et à la seconde où je pars, à la fin de l'interview, c'est pas le même Emmanuel qu'avant. À quel moment je ne suis plus celui d'avant ? Si je me croisais dans la rue, moi aujourd'hui et moi à l'âge de 5 ans, je ne me reconnaîtrais pas. Et je ne penserais pas la même chose. Donc je ne suis pas la même personne. Mais tu vas quand même continuer ton chemin. Mais c'est ça qui est magnifique. Donc tu vas continuer de juste ressentir... la vie, l'individu est un continuum pour moi. Alors donc finalement, tu vis beaucoup dans le présent, en fait, pour quelqu'un qui pense beaucoup au futur. Pour pouvoir appréhender le présent, il faut énormément penser au passé, énormément penser au futur. Donc, effectivement, je ne vais pas sur TikTok pour ça. Je crois que c'est le mot de la fin. Eh bien, écoutez, je vais juste proposer une mini-conclusion, parce que j'aime bien quand même laisser un peu une petite comparaison artistique. C'est un petit peu mon petit rituel de fin de podcast. Est-ce que tu aurais une phrase, une œuvre, quelque chose d'artistique qui, pour toi, représenterait le mieux l'hypersensibilité ? La musique, et particulièrement certains morceaux. Alors, j'en ai cité quelques-uns tout à l'heure, mais je pourrais citer, par exemple, un morceau qui est emblématique pour moi, qui est l'ouverture de Tannhäuser de Wagner, ou la mort d'Isolde du même Wagner, d'ailleurs. Et ça, c'est quelque chose... Quand j'ai écouté la première fois Tannhäuser, je me suis dit, ce mec, je ne parle pas de la personne Wagner, hein, oui. Qui est assez détestable, hein, par ailleurs. Mais ce qu'il a composé là, je me suis dit, mais c'est pas lui qui l'a composé, c'est moi. Il a fait ce que j'avais en moi. Ressentir ça, c'est incroyable. Et il y a très peu de personnes où on peut, je dirais, partager tripalement ça. Avec les tripes. Parce qu'il faut qu'elles aient vécu ce même genre de choses. Pas forcément avec la même œuvre, hein,
Et de dire, en fait, non, c'est pas quelque chose que je trouve très beau et qui me touche, c'est il a composé ce que j'avais en moi. C'est la C'est définition de toi. l'ultime reconnaissance, compréhension de ce qu'on est. Ça, c'est extraordinaire. Et du reste, c'est un morceau que j'ai eu un par cœur instantané. Comme si ça avait été Comme en si toi. c'était moi qui l'avais composé et que j'avais eu un traducteur qui me l'avait mis sous forme de note, quoi. Ah, Ça, c'est c'est beau. extraordinaire. C'est très Et je beau. ne l'ai pas ressenti beaucoup. C'est très beau. Je pense que effectivement, c'est la meilleure chose qu'on puisse dire de trouver. Trouvez-vous votre œuvre, quel que soit l'art qui vous touche. Trouvez-vous votre œuvre qui fait que vous l'avez composée Mais il y vous-même. en a d'autres, enfin, il y en a quelques autres, pareil, que je mets dans ce même genre de choses. Il y a le deuxième mouvement de la septième de Beethoven, enfin, déjà la septième de Beethoven dans son intégralité, euh, qui m'a fait ressentir ça en disant, oui, oui, il y a certains passages de certains morceaux, par exemple le début du Requiem de Mozart. Oui. On n'a pas l'impression qu'il a composé quelque chose qui nous touche, on a l'impression que c'est en nous. Alors, il y a une notion de rythme et de pulsation là-dedans, et que, ah ouais, le boléro de Ravel est un exemple faussement simple de ça. Mmh. Ce côté hypnotisant où on dit, ouais, tiens, ça correspond à quelque chose de très organique. C'est les battements du cœur. On peut marcher en rythme. Ça augmente. Et quand on le met à la bonne vitesse, faut pas l'interpréter trop vite ou trop lent, bah ça entre en résonance. Et en résonance avec quelque chose qu'on a en nous, comme si on avait encodé ces morceaux-là et qu'on a eu ces traducteurs qui nous l'ont mis d'une manière répétable. Bah, je pense que je trouverais pas de meilleur exemple parce que c'est vrai que moi je suis très touchée par la musique aussi, donc forcément c'est les meilleures traductions entre guillemets. Et je pourrais dire aussi que finalement en exemple de l'hypersensibilité, cette capacité à lire par exemple un livre qui nous touche et d'avoir cette vision à 360. Alors, en littérature, j'ai ressenti ça à quelques moments, plus rarement. C'est pas sur des phrases particulières, mais sur des concepts ou des idées et la manière dont elles sont amenées, Mm. structurées. Quand on dit j'aurais pas dit mieux, par exemple, c'est une manière Ouais. un peu simpliste de le dire. Mais oui, il a exactement exprimé ce que j'avais en tête avec les nuances, les trucs, les machins. Bon, c'est très rare parce que Bah, je sais que moi quand j'ai lu justement la description de la Laurienne dans Le Seigneur des Anneaux, je voyais toute la forêt autour de moi et ce sentiment de plénitude et de bien-être, de sécurité et en même temps d'avoir un peu accès à tout en même temps dans cette forêt. Et ben c'est très c'est quand on est anxieux, le fait de pouvoir se dire bah voilà, j'ai trouvé un endroit safe, un havre de paix. un havre de paix exactement. Bah ça fait un peu ça aussi sur la musique Alors sur dont l'hypersensibilité, le côté ludique, le côté musique, le côté contemplatif, nature. J'ai pas parlé d'un sujet aussi, les animaux par exemple. ah oui. Je suis très sensible aux animaux parce que nous D'ailleurs, vous sommes avez des dû entendre animaux. le chat probablement miauler pendant ce podcast, Parce que comme nous sommes d'habitude. des animaux. Je suis très sensible aux animaux. C'est d'ailleurs un métier que j'aurais aimé faire, de m'occuper d'animaux, plutôt sauvages d'ailleurs. Je suis extrêmement ému et des fois, ça me provoque la même sensation qu'avec les musiques. C'est-à-dire que voir d'autres espèces, y compris des arbres, des fleurs, je me dis, oui, tiens, ça, bah, ça donnerait envie de croire en Dieu. Bon, j'ai un problème avec ça parce que je suis pas athée, je suis pas croyant, mais j'ai un gros point d'interrogation et je pense que ça, je l'aurai jusqu'à ma mort. Mais on se dit, c'est pas possible que des choses aussi belles, qui nous font ressentir autant d'émotions, n'aient pas une essence divine en elles. Oui, pourquoi c'est là par Alors, mais hasard? qu'est-ce que ça veut dire essence divine? Est-ce que c'est quelque Ouais. chose d'extérieur qui, Mmh. etc. Donc c'est les religions, les croyances et tout. Ou bien on pourrait dire que c'est une part divine en nous, quelque chose qui nous transcende. Ou peut-être juste l'hypersensibilité? Je sais pas. Je pense qu'on peut ressentir de très fortes émotions sans être hypersensible, mais je pense que l'hypersensibilité décuple ça. Ah oui, totalement, totalement. Ça Donc moi, je c'est pense que c'est une force. C'est comme si on dit, tu préfères voir 1000 couleurs ou en voir 2.
Je 1000, préfère en voir 1000. 1000. Alors oui, il y a un moment donné, on est submergé, mais je préfère en voir 1000. Voilà. Et du coup, sur ces bonnes paroles, nous allons aller voir 1000 couleurs. En tout cas, merci beaucoup Emmanuel pour cet échange sur l'hypersensibilité. C'était un plaisir de te recevoir ici sur ce podcast. Un plaisir réciproque. Merci d'avoir écouté Voix plurielle. Comprendre, c'est déjà faire un pas vers l'autre. C'était Delphine et à bientôt pour une nouvelle rencontre, une autre façon de voir le monde. Ce podcast vous a été présenté grâce à la solution de diffusion de podcasts Castopod.